Nathalie, merci beaucoup Guy Delisle d'être venu sur le plateau des maternelles ce matin. Nous accueillons nos invités de ce matin. Bonjour Muriel, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Vous venez des Yvelines et vous êtes la maman de Cassian, 10 ans, et Anton, qui a 5 ans. Votre mari Jamel est décédé il y a 4 ans. Au fil des mois, vous avancez dans votre deuil et vous aidez vos garçons à faire le leur. Merci beaucoup d'être présente avec nous ce matin. Bonjour Mickaël, bienvenue à vous également. Vous venez du Pas-de-Calais, vous êtes le papa d'Ambre qui a 18 mois. Elle avait 1 mois seulement lorsque sa maman Valérie est décédée. Dès les premiers temps, vous lui avez parlé de sa maman et vous tenez à perpétuer son souvenir. Vous allez nous raconter comment. Merci également d'être avec nous ce matin. Docteur Fanny Cohen-Herlem, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Devant la mort, comment répondre aux questions des enfants. C'est vraiment le sujet du jour qui est paru aux éditions Pascal. D'une façon générale, quelles sont les grandes étapes du deuil? De façon d'abord générale, pour bien comprendre ce qui se passe après. Quand, oui. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le deuil, c'est un lent processus psychique qui permet à ceux qui restent de se détacher progressivement de l'être aimé. Je crois que c'est le principal. Donc ça prend du temps, si je vous écoute? Absolument, ça prend du temps, qui varie selon les personnes et selon les enfants également, la personnalité des enfants et l'âge. Les étapes, on peut les diviser comme ça. Il y a d'abord une période un choc. On se dit, c'est pas possible, je n'y crois pas, je rêve ou je cauchemarde. Ensuite, il y a une deuxième période qui serait plutôt celle de la colère, c'est-à-dire pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, et avec en même temps un versant peut-être de, si j'ose dire, de culpabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'aurais pas dû m'apercevoir avant des risques qu'il y avait. Et ensuite vient une période de, comment dirais-je, plutôt dépressive, parce qu'on se rend compte qu'après tout, voilà, ça existe, ou la personne ne sera plus jamais là, il faut faire avec, et en même temps, c'est une lente période de reconstruction, de réinvestissement du monde extérieur, pour finir par une sorte de détachement qui ne veut pas dire qu'on oublie la personne, mais qu'on l'a à l'intérieur de soi, je dirais de façon positive. Il y a quelque chose de différent quand, pour l'enfant, quand c'est l'autre parent qui part, qui est décédé? Oui, c'est forcément différent pour l'enfant parce que, et pour le parent, parce que le parent, il a à vivre son deuil, effectivement, avec tout ce processus, mais en même temps, il doit faire face au deuil de l'enfant et aux difficultés auxquelles l'enfant va se trouver confronté, c'est-à-dire à cette perte. Donc, il a vraiment un double travail, le parent, le sien propre et celui qui le lie à son enfant. On peut dire qu'il s'autorisera un petit peu moins les autres étapes classiques ou pas? Parce que justement, il doit rester dans la vie, accompagner son enfant? Non, je crois qu'il... Non, pas spécialement. D'accord. Il doit vivre, je pense, les choses je dirais le plus authentiquement possible. Alors Muriel, vous êtes la maman de Cassian qui a 10 ans et d'Anton 5 ans. Votre mari Jamel est décédé il y a 4 ans d'un arrêt cardiaque alors qu'il se rendait à son travail. Quelques heures plus tard, sans trop savoir ce qui s'était passé, on vous a demandé de vous rendre à l'hôpital, de reconnaître son corps. On vous parle à ce moment-là de don d'organes. Vous dites qu'il ne fallait pas... pleurer, qu'il fallait gérer, surtout qu'à ce moment-là, vous étiez avec Anton dans vos bras, il avait 19 mois à l'époque. Quelles ont été à ce moment-là vos premières pensées? Alors tout s'est bousculé en fait très vite, donc j'étais à l'hôpital et puis je pensais à Cassian qui était à l'école à ce moment-là et je me disais qu'effectivement j'allais pas être à l'heure pour aller le récupérer à l'école et donc voilà, tout s'est bousculé. Il fallait également que je laisse Anton puisqu'il fallait que j'aille reconnaître le corps de mon mari et le laisser dans cette salle tout seul, c'était un déchirement. Donc en fait vous avez tout de suite pensé à vos enfants, à comment leur annoncer? Tout à fait, à l'annoncer à Cassian et puis à Anton aussi. Alors quelques heures après vous êtes allé à l'école chercher Cassian. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors j'étais en retard forcément puisque comme je vous le disais je suis arrivée en retard. J'ai accueilli Cassian. Cassian était très heureux de me voir. Il n'était pas au courant, la maîtresse n'avait rien dit? Oui, j'avais demandé effectivement à ce que j'avais appelé l'école avant et j'avais demandé surtout à ce qu'on ne prévienne pas Cassian puisque c'était à moi de lui annoncer. J'ai serré très fort dans mes bras et puis on est rentré à la maison. Je l'ai fait goûter parce qu'en fait je reculais le moment où j'allais lui annoncer. Et puis là je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré très fort et je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit courageux parce que j'avais quelque chose de très dur à lui annoncer.
Et donc je lui ai dit en fait que le cœur de son papa s'était arrêté. Je voulais pas lui parler d'arrêt cardiaque. Voilà, donc je lui ai parlé de son petit cœur. Et puis là, tout de suite, instantanément, il s'est mis à hurler, à pleurer. Ce qui était très difficile parce que au fond, moi, depuis toute la matinée, j'avais pas pleuré. Donc Cassian s'est mis à pleurer et pour l'apaiser, je lui ai mis un dessin animé. Voilà, ma maman était là et ensemble, ils ont regardé un petit dessin animé. Ça l'a apaisé, et parce que moi, il fallait que je prévienne la famille de Jamel. J'avais d'autres choses à gérer aussi à ce moment-là. Donc là, vous ne vous êtes pas encore autorisée à pleurer avec votre fils? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Ouais. Donc vous l'avez mis devant ce dessin animé pour avoir le temps justement de prévenir la famille de Jamel. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu la force aussi de dire tout de suite à votre petit dernier qui avait 19 mois ce qui s'était passé? Tout à fait, oui. C'est vrai que je ne l'ai pas annoncé tout de suite à Anton. C'est vrai que c'était une journée chaotique, éprouvante. Enfin, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce qu'on a vécu. Et puis aussi parce que l'âge, Anton avait 19 mois et je pensais qu'à 19 mois, un enfant n'aurait peut-être pas pu comprendre. Or, j'avais complètement tort, puisqu'en fait, Anton l'a vécu de plein fouet, puisqu'on était ensemble à l'hôpital. Parce qu'au moment où on me l'a annoncé, il était également à mes côtés. Donc je ne lui ai pas annoncé, c'était sûrement une erreur, parce que j'avais plus la force. Excusez-moi, il a entendu, c'est ça? Il pense était avec vous, donc il a entendu ce qui était dit. Effectivement, je pense qu'il a entendu des choses. Ensuite, je ne lui ai pas formulé, j'ai pas pu lui dire que son papa est décédé, comme j'ai pu le faire avec Cassian. Parce que c'était beaucoup trop dur au fond. Et je pouvais plus donner, je pouvais plus, en tout cas ce jour-là. Voilà, donc je lui ai annoncé, mais beaucoup plus tard. Docteur Fanny Cohen-Herlem, comment on gère une telle annonce? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Non, je crois qu'on fait vraiment comme on peut. Je crois que c'est ce qu'on observe, hein, tout simplement. On peut pas être dans la maîtrise. Il n'y a pas de vade-mecum pour ce genre de situation. Je crois ce qu'on peut dire simplement, c'est on a ses mots à soi par rapport à son enfant qu'on connaît bien, par rapport à ce qu'on éprouve. Je crois que ce qui est important, c'est la vérité, hein, parce que c'est comme ça que se construisent les enfants. Il faut évidemment trouver, dans la mesure du possible, un moment où on est un peu tranquille, enfin un espace un peu protégé pour pouvoir parler de ça et éventuellement pouvoir se laisser aller quand même à son émotion. À pleurer. Qu'est-ce que comprennent les enfants? Je crois qu'ils comprennent très bien. Je crois qu'ils comprennent plein de choses. Ils comprennent pas forcément exactement selon leur âge ce que c'est que la mort, mais ils comprennent que leur parent est triste. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Et c'est ensuite le fait de ne pas voir l'autre parent qui va leur permettre de prendre conscience qu'effectivement, cette disparition-là, c'est pour toujours. Et donc, ils l'intègrent comme ça de façon extrêmement progressive. C'est pour ça que c'est important, effectivement, de le dire. Mais encore une fois, on fait vraiment comme on peut. Je crois que c'est important. Michael, votre petite fille Ambre a 18 mois. Votre femme Valérie est décédée d'une malformation cardiaque il y a 17 mois. Donc, elle avait tout juste un mois. Par quelle phase vous êtes passée après ce drame ? Tout début, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Pourquoi de la culpabilité ? C'était, en fait, les circonstances font qu'elle est morte à la maison, j'étais là, je l'ai vu mourir, je me reproche de ne pas avoir réagi avant, de ne pas avoir appelé les urgences avant, enfin, je l'avais juste envoyé se reposer, et puis quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard, donc beaucoup de culpabilité, enfin, de la colère aussi. Mais en fait, très vite, je me suis dit, j'ai plutôt rebondi sur le fait que j'avais un bébé et qu'il fallait que je réagisse par rapport à elle, que je sois fort par rapport à elle. Donc très rapidement, j'ai recherché une maison que j'ai trouvée la semaine suivante. Donc 2 semaines après le décès, j'emménageais dans une nouvelle maison. Je reprenais le travail parce que je considérais qu'il fallait aller de l'avant. Aller de l'avant, mais aussi donner une image positive. Et puis il y a un constat simple, c'est que être malheureux ne ramènera pas ma femme, ne rendra pas ma fille heureuse. Donc il fallait que moi que je prenne sur moi pour remonter la pente et aussi faire de mon bébé un petit bébé épanoui. Il ne fallait pas que, étant donné qu'il ne reste plus qu'un seul parent, que ce parent soit déficient en se laissant aller. Oh là là, donc vous êtes allé puiser dans vos forces pour aller de l'avant. Je crois que vous l'avez dit en fait tout de suite à votre fille que sa maman était décédée alors qu'elle n'avait qu'un mois. Comment vous avez fait? Quels sont les mots que vous avez utilisés? C'était quand on a aménagé, qu'on s'est retrouvé tout seul. C'est vrai que les 2 semaines suivant le décès, j'étais un peu dans un état second. J'étais logé chez ma mère parce que je ne pouvais pas retourner à la maison.
maison. Je ne pouvais pas non plus trop m'occuper de ma fille, entre les papiers à gérer, les gens à recevoir. Mais qu'en fait, quand on s'est retrouvés tout seul, je lui ai dit, bon, maintenant on n'est plus tous les deux, ta maman nous a quittés et tu vas te retrouver seul avec ton papa. Pour vous, c'était essentiel. Ça a toujours été essentiel que quand je pleurais devant elle, je lui expliquais pourquoi j'étais triste, que c'était un mauvais moment à passer, que ça allait aller. Donc j'ai jamais, depuis que c'est arrivé, j'ai jamais caché ni mes pleurs ni ma tristesse. À chaque fois, j'ai tenu, même toute petite, à lui expliquer pourquoi j'étais triste et ce que je ressentais. Et pourquoi vous étiez parfois effectivement très triste. De quoi vous aviez peur finalement les premiers mois pour votre fille? C'était un peu compliqué de se dire que sa maman n'allait pas la voir grandir. C'est vrai qu'un enfant est désiré à deux et savoir qu'elle avait... Dire que ma femme ne verra pas vieillir sa fille et puis que sa fille grandira sans sa maman était assez compliqué. J'avais un peu de mal aussi à imaginer... me dire que potentiellement elle appelle quelqu'un d'autre maman, ça me mettait un peu en colère, ça me rendait triste. Bien sûr. Et par rapport à vous aussi, gérer un enfant tout seul, ça vous a angoissé? Non, pas du tout en fait. Non, je me suis beaucoup occupée de mes frères et sœurs, donc j'étais potentiellement déjà prêt. Je savais changer des couches, je donnais un biberon, laver un bébé. Donc quand je me suis retrouvée tout seul avec elle, ça n'a pas été qu'est-ce que c'est que cette chose quoi. Pour moi, c'était une évidence comment m'en occuper d'elle. Donc ça a été plutôt... tranquille. Non, mais c'était pas ce qui vous angoissait le plus. Non, pas du tout. Aujourd'hui, elle a 18 mois. Comment elle va? Très très bien. C'est une petite fille épanouie, on avance sur son âge. On fait plusieurs... On a voyagé déjà plusieurs fois à deux. On est parti en Grèce, on est parti en Sicile. On fait des week-ends chez les amis. J'ai décidé de ne pas nous enfermer dans une bulle, malgré les circonstances, ni elle ni moi, pour justement qu'elle puisse, qu'elle vive quoi, et qu'elle ait une vie épanouissante. Donc, et normale. Et normale, voilà. Comme une enfant de son âge. Aujourd'hui, comment vous allez-vous, Michael, et vous en êtes où de votre deuil? Je pense qu'avoir plutôt bien progressé. J'ai refusé au début tous médicaments parce que quand on a un bébé, on ne peut pas se permettre d'avoir un petit coup de mou, de dormir. Il faut un bébé la nuit, ça se réveille des fois 2 fois, 3 fois. Donc vous n'avez pas du tout été aidé par des médicaments? J'ai pas voulu de médicaments. De toute façon, je pouvais pas avoir un bébé, on ne peut pas se permettre d'en prendre. Par contre, j'ai suivi une psychothérapie qui a été plutôt efficace. Après, j'ai pris aussi certaines décisions, de ne jamais rien cacher. Si j'avais envie de pleurer, je pleurais. Si j'avais envie de parler, je parlais. Donc ça m'a permis régulièrement d'évacuer, d'accepter aussi ce que je ressentais. C'est-à-dire que j'ai jamais refoulé ma peine, j'ai jamais refoulé ma colère. Quand j'avais envie de le vivre, je le vivais intensément. Et comme ça me permettait de revenir plus facilement... de retourner vers la vie et d'avancer. Voilà. Fanny, l'histoire là, de Michael est peut-être un peu particulière parce qu'en fait, elle n'a connu sa maman dans la vie sur Terre que durant un mois. Il y a quelque chose de spécifique justement dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle perçoit. Il y a des différences? Oui, je pense que c'est différent d'avec un enfant grand parce que, alors, il y a quand même chez l'enfant des traces, on va dire, corporelles, c'est-à-dire, d'abord, elle a vécu à l'intérieur du ventre de sa maman, et puis même si elle n'a vécu qu'un mois avec elle, elle connaissait son odeur, la façon d'être portée, et tout ça change puisque les papas n'ont pas les mêmes odeurs que les mamans, le portage n'est pas forcément tout à fait le même. Donc là, il y a quelque chose d'une différence que l'enfant sent, en plus de la tristesse de son père. Et puis effectivement, vous le lui avez dit, je crois que c'était fondamental. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'elle peut ou elle va s'adapter mieux que des enfants qui seraient plus grands? Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Non, ça dépend vraiment des enfants et ça dépend vraiment des parents. Je crois que ce qui est important, c'est la façon dont les parents peuvent parler de la personne disparue à leur enfant, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme émotion, effectivement, mais aussi tout ce qu'il y a comme positif, mais aussi parfois tout ce qui avait de difficile, parce que dans une vie de couple, les choses ne sont pas toujours très simples. Et ça, je crois que les enfants, ça les nourrit. C'est-à-dire, ça les fait participer à l'histoire, finalement, de leurs parents. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très joli dans ce que vous avez raconté, c'était le fait de raconter à votre fille la façon dont vous vous étiez rencontrés. C'est-à-dire que les enfants, ils grandissent aussi avec, comme ça, le bonheur de savoir qu'ils sont le fruit de l'amour de leurs parents. Et ça, c'est très porteur pour eux et c'est porteur pour le futur. Ouais, des souvenirs. Alors, on voit, Michael, que vous tenez à aller bien pour votre fille. On le dit souvent dans cette émission, un papa ou maman, des parents qui vont bien, ce sont des enfants qui vont bien. Est-ce que c'est particulièrement vrai dans cette situation ou pas? Oui.
Oui, je pense que... Ça sort du cœur. Voilà, c'est ça, c'est que moi, quand je vais bien, je lui renvoie une image positive et elle va bien aussi. Donc, vous êtes d'accord avec ça, Fanny? Oui, je suis d'accord. Et ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des moments, mais vous l'avez dit l'un et l'autre, il y a des moments où on ne va pas bien. Et on a le droit. Je crois que c'est pas la peine de faire semblant. Je crois que c'est surtout ça parce que les enfants, ils sont comme des éponges. Ils sentent absolument tout ce qui passe. Oui, donc c'est pas la peine d'essayer de leur cacher quoi que ce soit. Non, on peut parler de ça, mais pas de faire semblant. Évidemment. Alors justement, l'association Vivre son deuil en région parisienne s'occupe à la fois des parents en deuil, mais aussi des enfants. Il propose une écoute téléphonique, mais aussi des rencontres, des ateliers pour une prise en charge familiale. Regardez, c'est un reportage d'Herma Kervan. Nous sommes dans les locaux de l'association parisienne Vivre son deuil. Ici, on accueille parents et enfants qui ont perdu un proche. Marie Tournigan, sa présidente, a appris à écouter la souffrance des plus jeunes. Un enfant se croit toujours responsable du décès de son parent. C'est quelque chose qu'il ne formalise pas forcément, qu'il faut aller chercher en le rencontrant. Mais c'est quelque chose qui se vit, cette culpabilité. Un sentiment de colère aussi, d'abandon. Ce parent qui n'est plus, il m'a abandonné. Il y a 9 ans, Anne-Laure a elle aussi poussé la porte de l'association. Son mari, dépressif, vient de se suicider. Elle doit annoncer à leur fille aînée, qui a 3 ans, que son père est mort. Le lendemain matin, en fait, je lui ai dit que son papa était mort. Et sa réaction, ça a été de me demander, elle avait 3 ans pile, est-ce que si c'était une blague? Parce que son papa, il faisait toujours des blagues. Voilà. Et on lui a dit que non, que c'était pas une blague. Je lui ai laissé venir les questions sur de quoi papa est mort. Et donc là, je lui ai expliqué que papa, il avait une maladie qui faisait qu'il avait très envie de mourir, qu'il prenait des médicaments et qu'il se soignait pour pas avoir envie de mourir, et que son envie de mourir, ce jour-là, elle avait été plus forte que tout ce qu'il faisait pour pas avoir envie de mourir. Adèle ne se souvient pas de cette terrible annonce. C'est à 9 ans, quelques années plus tard, quand elle comprend vraiment que son père s'est suicidé, que la colère l'envahit. Je sais pas du tout pourquoi j'avais eu cette colère, mais je pense que je me sentais un peu coupable. Et puis j'ai été énervée contre lui, mais comme je pouvais pas lui dire que j'étais énervée contre lui, je m'énervais contre tout le monde. Je sais pas trop comment j'ai fait pour dépasser cette colère, mais c'était grâce surtout à maman en fait, qui m'a beaucoup dit, qui m'a beaucoup aidée. Si Anne-Laure a su désamorcer la colère de sa fille, c'est entre autres avec l'aide de Vivre son deuil. L'association propose des ateliers pour enfants animés par une psychologue. Le gros atout des ateliers enfants, c'est le fait que les enfants entre eux s'écoutent. Les émotions liées au deuil sont souvent partagées, communes. Et donc, le fait d'entendre un enfant s'exprimer sur ses émotions va permettre à un autre de percevoir en lui ces émotions-là et d'en faire quelque chose. Aujourd'hui, pour Adèle et Anne-Laure, le temps a fait son œuvre. Reste la mémoire et les soirées papa. Quand on fait des soirées souvenirs avec maman et ma petite sœur, on parle de comment il était, de ses blagues, de ce qu'il nous faisait quand on était petite, de comment il s'habillait, de c'était quoi quand ils étaient tous les deux sans nous et des trucs comme ça. Moi, je l'oublie pas, cet homme-là que j'ai beaucoup aimé, mais et c'est important qu'elles aient eu un papa et qu'elles sachent qu'elles aient eu un papa. Elles ont chacune une photo où elles sont avec leur père et elles la mettent où elles veulent et chacune a sa photo préférée avec son papa. Il y a un souvenir très drôle, c'est justement, le cadre est un peu cassé, mais c'est juste quand maman a pris cette photo. Je me souviens du moment, c'est, je sais pas, j'avais même pas 3 ans, mais je m'en souviens, donc bon. Quand je pense à lui, je suis surtout un peu triste parce que quand même, mais je me dis que c'est la vie et puis tant pis quoi. Muriel, Vivre son deuil, c'est une association qui vous a beaucoup aidé aussi, je crois, non? Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait une thérapie, mais c'est vrai que rapidement, je me suis retrouvée face à une personne et j'avais besoin d'avoir un miroir. Ouais. Et donc, grâce à Vivre son deuil, j'ai participé à un groupe de parole. Et donc, j'ai retrouvé des gens qui, comme moi, avaient perdu leur conjoint. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidée. Pendant 1 an, on s'est suivis et j'ai commencé à aller un peu mieux, effectivement, grâce à cette thérapie. Vous avez repris des activités, je crois, ça vous a aidé, non? Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai repris mon travail 15 jours après. Ça semble un peu fou, 15 jours après, mais j'avais vraiment besoin
J'avais vraiment besoin de sortir de la maison. Et donc voilà, j'ai fait du chant, je me suis remise au sport. Des massages aussi, je crois. Des massages, oui, parce que ça fait du bien pour l'âme. Et comme disait Mickaël, c'est vrai que quand nous allons bien, nos enfants aussi vont bien, parce qu'on est le reflet de ce bien-être. Et justement, comment Cassian, lui, il a fait son deuil? Comment ça s'est passé pour Alors, lui? ça n'a pas été facile. C'est vrai que les premiers mois, Cassian, parce qu'il pouvait l'exprimer, Anton l'exprimait, mais par des pleurs. Cassian l'exprimait tous les matins, il me disait « je veux papa, papa me manque ». Ça a été très dur. Donc lui aussi a suivi une thérapie. D'accord. Et puis au fil du temps, parce qu'il était bien entouré, parce qu'il voyait une maman qui allait de mieux en mieux, parce qu'il avait des amis. Il voyait aussi beaucoup ses copains, il continuait à s'amuser. Exactement. Il n'a pas changé sa vie. Comme un enfant de son âge, exactement. Et puis parce qu'aussi on parle de papa à la maison, encore aujourd'hui. Et comment ça s'est passé avec Anton, à qui vous n'aviez pas dit Alors Anton, j'ai attendu, c'est vrai, Anton, j'ai attendu plusieurs mois pour formuler... Il avait quel âge quand vous lui avez dit, Anton? Je sais pas, alors Jamal est décédé, il avait 19 mois, j'ai attendu peut-être 6 mois avant de pouvoir lui dire. Comment ça s'est passé? Anton a été très très dur, c'est-à-dire que Anton pleurait, était très colérique, il pouvait se rouler par terre. Avant l'annonce? Il était dans cet état-là? Oui. Alors quand je lui ai annoncé, ça n'a pas vraiment changé les choses tout de suite. Mais je pense que ce qui a changé d'une part, c'est le fait de me voir aller mieux. Et puis... Vous avez l'impression qu'il a compris quand vous lui avez dit? Je pense qu'il a compris, oui. Je pense qu'il a compris, on en a parlé. Je me suis excusée aussi de ne pas lui avoir dit plus tôt. Et puis j'ai fait une belle rencontre lors d'un voyage. J'ai rencontré un pédopsychiatre qui m'a donné confiance, qui a vu Anton et Cassian et qui m'a dit voilà, de ce que je peux voir, il y a 2 conseils que je peux vous donner, que j'ai suivis. C'est un pédopsychiatre qui est très connu, que j'ai rencontré comme ça inopinément dans un aéroport. Et cette confiance, à partir de cette rencontre, il y a un vrai tournant qui s'est opéré dans ma vie. Parce que j'ai pris confiance et parce qu'il m'a dit que Anton et Cassian allaient très bien. Et alors là, il y a une porte qui s'est ouverte. Vous vous êtes dit, waouh, je fais pas si mal, hein. Finalement, ça se passe pas si mal. Exactement. Il m'a dit, écoutez, en fait, moi, c'est une personne qui a perdu aussi son papa très jeune. Et encore, cet effet du miroir, de me dire qu'au fond, ce monsieur avait perdu son papa très jeune, qu'il allait bien. Ça vous a rassuré? Ça m'a rassurée, oui, tout à fait. Parce que j'ai pu mettre une image également sur un enfant adulte qui avait vécu la même chose et qui allait très bien. Donc il y a une vraie porte qui s'est ouverte pour moi. Fanny, quand on est parent, on voit nos enfants dans la douleur, on a envie de les soulager de cette douleur. Comment on se positionne? Elle sert à quelque chose, cette douleur, l'expression de cette douleur? Mais je crois que ça permet aux enfants d'exprimer la leur aussi. Hein. Je crois quand on est parent, c'est vrai, on a toujours envie que nos enfants ne souffrent pas, de leur éviter toutes les choses difficiles. Et c'est comme si on oubliait je crois qu'on se protège en même temps en tant qu'adulte. On se protège, voilà. Et puis on se sent coupable d'avoir à leur infliger quelque chose de douloureux, même si on n'en est pas l'auteur. Et je crois que c'est important, parce que ce qui est important, c'est de ne pas oublier que la souffrance, enfin, ça fait aussi partie de la vie. Les séparations, les pertes, ça fait partie de la vie. La mort, ça fait partie de la vie. Et c'est aussi ces réalités-là qui aident les enfants à grandir. C'est-à-dire, ça leur permet d'élaborer comme ça progressivement les pertes. Il y en a des beaucoup moins douloureuses. Au fond, naître, c'est se séparer de sa maman et de plus être à l'intérieur d'elle, passer du biberon à la cuillère, aller à l'école. Enfin, il y a plein de séparations dans la vie qui sont des petites séparations, mais qui permettent comme ça une élaboration progressive et qui permettent de grandir. Alors, en même temps, quelquefois, des enfants sont tellement mal dans leur chagrin qu'ils vont commencer à moins bien dormir, à parler moins peut-être avec les copains, à moins jouer. Comment on peut les aider, nous, en tant que parents, à ce moment-là? Alors, moi, je crois que c'est important d'observer ces enfants, d'être toujours là, à l'écoute, même pour des questions pénibles, hein, parce que les enfants, ils posent parfois des drôles de questions. Où on est quand on est mort, et comment on est après, enfin, des tas de choses comme ça, très difficiles pour les parents, enfin, pour certains enfants. Donc, je crois que c'est important qu'ils sentent les parents comme des interlocuteurs toujours disponibles. Et puis, je crois ils ont un temps, eux aussi, pour faire leur deuil.
parfois de façon tout à fait étrange, ça ne se voit pas, c'est-à-dire qu'ils sont au contraire dans la négation de la souffrance, ce qui n'est pas forcément mieux. Et je crois quand il y a des symptômes, pardon pour le terme, difficiles, hein, comme la perte de sommeil, l'agressivité ou des choses comme ça, je crois qu'on doit se donner un temps d'observation, 1 mois, 2 mois, c'est vraiment le maximum. Peut-être aller voir son pédiatre. Et aller voir son pédiatre, effectivement, ou un médecin, enfin, ou un pédopsychiatre, hein, pourquoi pas après tout, qui pourrait aider. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les enfants s'installer dans quelque chose de difficile. Alors, Mickaël, vous parlez beaucoup de Valérie, hein, sa maman, à votre fille. Qu'est-ce que vous lui racontez? Qu'est-ce que vous aimez lui dire? Un peu de tout. Je lui montre régulièrement les albums photos, je lui explique où on était, ce qu'on faisait, je lui explique aussi comment on s'est rencontrés régulièrement, plein de petites choses qui a émaillé notre vie, le caractère de sa maman, comment elle était dans le positif comme dans le négatif, et régulièrement... Elle comprend maintenant, parce qu'elle est tellement petite, elle comprend que c'est sa maman, ce que c'est une maman. Elle reconnaît sa maman sur les photos, donc quand on a une photo, elle dit maman, des fois elle réclame, elle voit une photo, elle me demande la photo, je lui donne, elle lui fait un bisou, elle repose le cadre, donc elle reconnaît sa maman sur la photo, et je pense que c'est une bonne chose. Comme ça permet d'éviter un sujet tabou, la maman, et parce qu'il faudra un jour que papa me posera certaines questions auxquelles je devrais répondre, et le fait vous préférez anticiper, en fait, c'est ça, tout lui dire. Tout lui dire, mais aussi comme ça évite de cacher quelque chose. Puis c'est aussi c'est sa maman, c'est normal qu'elle le connaisse, même si elle n'a pas été là. Bien sûr, bien sûr. Alors Muriel, vous, comment vous faites pour faire exister justement Jamel auprès de vos 2 garçons? Alors comme Mickaël, il y a les photos, mais il y a également des projets qu'on s'était fixés tous les deux, notamment de faire parler en espagnol à Anton. Et c'est un projet en fait que je fais vivre depuis 3 ans, puisque je lui donne des cours d'espagnol. L'idée, c'est de le faire rentrer au lycée international. D'accord. Et il va passer des tests là d'ici quelques semaines, parce que c'était un projet qui lui tenait vraiment à cœur, qui tenait à cœur à Jamel. Et donc, je fais vivre ce projet. Et à travers ce projet, je le fais vivre. Ouais, c'est hyper important. Et il y a d'autres projets, mais enfin voilà, c'en est un parmi d'autres. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Comment allez-vous? Vous en êtes où de votre peine? Alors, je dirais que c'est plus doux. Chaque année, c'est un petit peu plus doux. Donc, je vais mieux. Je vois que mes enfants vont bien. Parce que vous nous parliez des différentes phases, docteur. Vous êtes sortie de la phase de la colère, de la cité. Oui, toutes les phases que vous avez décrites, je suis effectivement passée par toutes ces phases. Aujourd'hui, je dirais que j'ai retrouvé un certain équilibre. Et il y a une douceur dans ma vie avec mes enfants, je les vois bien, donc je suis heureuse. Et une douceur à vous souvenir de Jamel? Oui, on en rigole, avec Cassian, on en rigole. Parce que Cassian faisait de la trottinette avec son papa, ça c'est un souvenir qui nous fait beaucoup rire. Et donc on aime le rappeler à Anton, puisqu'Anton n'a pas de souvenir de son papa. Et donc à travers les histoires de Cassian, on le fait vivre, et donc il s'approprie, Anton s'approprie ces histoires également, et il les répète ensuite. Et ils sont tous les 2 balèzes en trottinette? Ils sont tous les 2 forts en trottinette? Oui, ça va, tout à fait. Fanny, c'est important, bien sûr, de faire vivre le souvenir de l'autre parent. Le bon dosage, il est où? Parce que quelquefois, on peut aussi s'enfermer dans ses souvenirs. Absolument, je crois que... Mais alors, le bon dosage, il appartient à chacun. Encore une fois, là, j'ai pas de... C'est l'enfant qui peut mesure. C'est l'enfant, mais l'enfant, ils sont en général très sympas avec leurs parents, c'est-à-dire qu'ils se laissent, si je peux me permettre ce terme, ils se laissent envahir s'ils sentent que ça fait du bien à l'autre parent. Donc c'est sûr que l'idée, ça serait de pouvoir conserver, mais ce que vous racontez l'un et l'autre, c'est-à-dire conserver à l'intérieur de soi, qu'on soit enfant ou parent, une image comme ça, une bonne image positive du parent perdu, mais qu'il y ait de la place pour quelqu'un d'autre, parce que au fond, la vie continue et la vie doit continuer pour les parents, de pouvoir nouer d'autres relations à un moment donné, que l'enfant l'accepte. Donc il faut aussi qu'il y ait une place pour cet enfant-là, pour quelqu'un d'autre, ou en tout cas qu'il accepte qu'il y ait une place pour le parent. Bien sûr.
Alors, dans les outils, pour aller plus loin, vous les connaissez déjà. On a parlé de Vivre son deuil, vous en avez profité. Ils ont un album pour enfants qui est superbe, qui est un outil. Quelqu'un que tu aimes vient de mourir. Voilà, tu vas ressentir ce qu'on appelle le deuil. Et c'est inviter l'enfant à s'exprimer sur cette douleur, sur cette colère, sur le fait qu'on a le droit de ne pas aimer, que bien sûr, tu t'es peut-être disputé avec papa ou maman avant, mais finalement, ça fait partie aussi de la vie. C'est un très bon outil. Je ne reviens pas dessus. Vous êtes très nombreux à nous demander les livres pour enfants qui peuvent soutenir la démarche parentale. Alors, allez voir le livre de Patrick Bensoussan, ça s'appelle « L'enfant confronté à la mort d'un parent ». On y retrouve les conseils que vous donnez. C'est sorti chez RS et il y a tout un chapitre entier sur les livres pour enfants, avec comment les vivre, pas forcément comment les lire, mais comment les vivre et ce à quoi on peut être attentif avec l'enfant et prendre les réactions, ici de Brami, ici de Corinne Dreyfus, avec ce livre super qui s'appelle « L'envolée ». J'ai choisi 2 livres très différents. « Thé ou papa », c'est un des derniers qui vient de sortir. Donc là, c'est le décès du père, la tristesse de la maman et cet enfant qui a envie d'aller faire le monde entier pour retrouver son père. Sa maman va lui apprendre à le trouver dans son cœur. C'est sorti chez Bayard. On est là sur un livre un peu justement triste qui respecte l'émotion de la maman et de l'enfant bien sûr, et très très différent, haut en couleur. Les couleurs de ma mère, je ne sais pas, c'est un Québécois, si vous le connaissez. C'est sorti chez HMH. Il y a cette petite fille qui raconte l'image de sa mère avant, et haute en couleurs, la joie, la vie, etc. Le moment où sa mère est morte, et on la voit dans un lit. Et ensuite, le passage, comment on fait pour vivre avec ça quand on est une petite fille. Les textes sont un peu des textes d'adultes, mais je pense que parfois, les enfants peuvent entendre ça. Ils peuvent nous surprendre là-dessus. Merci Nathalie. Elsa, sur le net, on parle de ce sujet ou c'est tabou? Ah oui, alors le web a cette chance folle de pouvoir recueillir un certain nombre de témoignages et d'avoir du support, du soutien. Chacun s'épanche, soigne un peu sa peine, parfois en tout cas l'adoucit, comme vous le disiez très justement. Et moi j'avais envie de vous faire partager un projet photo qui a fait le tour du web. C'est une histoire assez troublante, c'est celle de Ben Lernery qui a perdu sa femme Ali d'un cancer du poumon il y a 2 ans. Et un jour Ben appelle son beau-frère en disant « Écoute, voilà, je vais déménager, je vais quitter la maison qui a abrité mon amour avec Ali et j'ai envie que tu viennes prendre des photos de ma petite fille Olivia que j'ai eue avec elle il y a 3 ans, donc elle avait 1 an quand sa maman est décédée. Et du coup, ça donne lieu à une très très jolie séance photo et ce qui est assez troublant, c'est que Ben et son beau-frère racontent qu'ils ont eu l'impression que Ali, la maman, était présente parce que Olivia reproduisait des choses que sa maman faisait sans pour autant avoir été éduquée, avoir été en présence de cette femme-là. On la voit avec un fer à friser, il paraît qu'Ali passait des heures comme ça à se friser les cheveux. On la voit aussi faire la petite ballerine comme sa mère le faisait doucement et du coup ça a donné une idée à Ben qui a voulu reproduire les photos de mariage qu'il avait fait avec sa femme dans la maison en mettant comme personnage non plus Ali, sa femme, mais Olivia, sa fille. Et ça donne lieu en fait à un avant, un après assez troublant, en même temps qui vous embarque dans une émotion absolument incroyable. Alors certains diront attention, il ne faut pas que cette petite fille prenne une place qui n'est pas la sienne. Comme notre docteur. Voilà, exactement. Moi j'y vois surtout un très joli message que son papa est en train d'adresser parce qu'il est en train de quitter cette maison, il est en train de clore aussi un travail de deuil, je pense qu'il a fait. Je pense qu'il dit simplement à sa femme, regarde, tout va bien, repose-toi maintenant, c'est beau et je trouve que c'est magnifique et c'est aussi une résilience que de passer par ce projet photographique. Et l'art permet la photo notamment aussi de dépasser ce genre de choses, parfois de le transcender en tout cas. Je crois que vous aviez un petit message pour conclure. Oui, alors, évidemment au nom de la rédaction, comme l'a fait Nathalie, je voulais remercier l'association Vivre son deuil en Ile-de-France qui nous a beaucoup aidé dans le cadre de la préparation de cette émission en rappelant qu'ils ont une ligne d'écoute qui est le 01 42 38 08 08 et qu'il y a des bénévoles qui sont à votre écoute, quel que soit votre deuil, le parent qui est touché ou autre. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup d'antennes dans toute la France. Et j'avais envie de saluer une initiative toute nouvelle de 2 blogueuses mamans qui s'appellent Ginny, donc Femme Sweet Femme. Non, Sweet Femme Sweet, excusez-moi, je suis désolée, c'est un peu l'émotion et l'attention du plateau, et Cécile du blog 8 à la maison, qui ont décidé de lancer un blog collaboratif qui s'appelle Over the Rainbow, qui est là pour expliquer, qui envoie un message en disant que toutes les personnes qui ont vécu de près ou de loin une séparation, une douleur, un deuil, un accident de la vie, comme ça, qui arrive, qu'elles viennent se pencher et témoigner parce que ça va mieux en disant que de l'autre côté, il y a toujours l'arc-en-ciel, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un joli symbole. Voilà. Merci beaucoup.
beaucoup Elsa. Merci également Muriel et Mickaël d'être venus sur notre plateau ce matin. Merci beaucoup docteur également. Et merci à Thomas Meyer d'avoir préparé ce dossier. Et c'est l'heure à présent de retrouver notre feuilleton consacré à la cuisine saine et délicieuse à destination des mamans et de leurs enfants.